Bonjour et bienvenue à cette capsule de modélisation statistique, un cours de HEC Montréal au microphone Léo Belzile. Donc aujourd'hui, on parle des tests d'hypothèse pour les paramètres bêta de la moyenne dans le modèle linéaire. Donc, afin de dériver des statistiques de tests et d'en connaître les propriétés, on va faire certaines suppositions euh, sur notre modèle et ces suppositions-là, essentiellement, se réfèrent au terme d'erreur epsilon. OK? Donc, on va postuler que ces erreurs-là suivent une loi normale de moyenne 0. OK? Donc, il n'y a pas d'erreur systématique. On va supposer qu'elles ont toutes la même variance. Donc, si les termes ont la même variance, on parle d'homoscédasticité. Et on va supposer qu'elles sont indépendantes. Donc, on verra par la suite comment relaxer certaines de ces hypothèses-là. Et donc, certaines sont plus importantes que d'autres. Donc, la normalité, par exemple, ce n'est pas nécessaire pour que notre estimateur des moyennes carrées soit valide, mais ça nous permet de faire des liens avec le modèle normal sous le cadre, dans le cadre de la vraisemblance. Et donc, ici, l'idée, on en a déjà parlé, c'est que si on postule un modèle, le modèle est correct et qu'il n'y a pas d'erreur systématique. Donc, quel test d'hypothèse on peut considérer? Généralement, on va s'intéresser à deux cas de figure. Le premier, c'est qu'un coefficient en particulier soit égal à 0. Donc, un des bêta j qui correspond à une des colonnes. Donc, si vous avez une variable continue ou binaire, son effet est nul. Donc, ça revient à dire est-ce que la variable explicative est associée avec la variable réponse, sachant tout ce qu'il y a déjà dans le modèle. Donc, pour tester cette hypothèse bilatérale-là, que le coefficient est nul ou il est significativement différent de 0 sous l'alternative, on va utiliser par exemple une statistique de Wald. Donc, vous allez utiliser votre estimé des moyennes carrées ou estimé du maximum de vraisemblance. Sous les postulats, les deux sont équivalents. Et on va tout simplement le standardiser pour obtenir quelque chose qui n'a pas d'unité. Donc, vous verrez dans la plupart des tableaux, donc la première colonne correspondra à ces estimés-là, la deuxième à l'erreur type de votre bêta, et finalement, donc la statistique, par exemple dans SAS, si vous utilisez la version française, c'est dénoté par valeur du testé. Donc, cette statistique-là, sous l'hypothèse nulle, suit approximativement une loi student. Et donc, on peut calculer les valeurs P. Donc, la loi student, ça ressemble beaucoup à une loi normale, en particulier quand n est grand. Mais ça a une queue plus lourde, donc ça va changer si votre valeur est très très grande. Mais règle générale, c'est la même chose que les tests basés sur la vraisemblance qu'on a vu dans le chapitre 3. Donc, pour vous présenter un exemple pour mettre les choses en contexte, donc on va considérer un article de Marketing Letters qui s'intéressait à l'effet du mode de paiement sur, la propension des gens à payer. Donc, si vous payez par exemple par carte de crédit, on pourrait supposer que les gens discontinuent, donc sont prêts à payer davantage parce que il n'y a pas un facteur émotif lié au fait que vous sortez, par exemple, quand vous payez comptant, vous sortez l'argent. Et puis, quand vous payez par crédit, vous pouvez payer plus tard. Donc, l'hypothèse ici, est-ce que le fait de payer par carte de crédit encourage les gens à payer plus? Et donc, dans le contexte, c'était est-ce que les gens seraient prêts à faire une offre plus élevée? Et on regardait une bourse aux billets pour des matchs de la NBA. Donc, l'objectif de l'étude ici, c'était de d'étayer cette hypothèse à l'aide de données empiriques. Donc, quel était le produit en question qui était mis en vente? C'était, donc, je disais, des paires de billets. C'était des billets pour le dernier match de la saison, donc c'était quand même un match important parce que ça déterminait le classement dans la division. Donc, dans l'étude, il y avait 64 personnes qui ont été réparties au hasard. Et donc, le mot au hasard est important.
Donc on en avait 33 dans le groupe 1, et qui était le groupe dans lequel les individus devaient payer comptant, et 31 qui étaient assignés au groupe payé par carte de crédit. Donc grosso modo, on demandait aux personnes qui participaient à l'étude de remplir un questionnaire et de dire combien elles étaient prêtes à payer pour la paire de billets. Et donc l'idée, je reviens sur cette idée d'aléatoire, donc la randomisation, qui vient de l'anglais random, l'idée c'est de tenter d'avoir des groupes qui sont le plus représentatifs possible de la population afin que s'il y a des variables confondantes, donc quelque chose qui est lié à ce qui nous intéresse, donc ici le prix qu'ils sont prêts à payer pour des billets, donc par exemple peut-être que les femmes sont prêtes à payer moins euh, pour la paire de billets que les hommes. OK. Et donc, s'il y a plus de femmes dans le groupe crédit, ben, ça impacterait les résultats de notre étude, par exemple. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir euh, quelque chose qui soit plus ou moins uniforme, donc autant d'hommes que de femmes dans chaque groupe, des gens de différentes classes sociales. Et donc, si on a un échantillon aléatoire et qu'on les répartit de façon aléatoire dans les deux groupes, normalement, les deux devraient être représentatifs et ça nous permet d'éviter de contrôler pour ces variables-là. Okay, une alternative, ce serait de les rajouter comme autre variable explicative dans un modèle de régression linéaire. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Donc, on a des données simulées pour l'étude qui se retrouvent dans la banque de données billets. Deux variables, donc l'offre, qui est le montant en dollars que les gens étaient prêts à payer, et finalement un identifiant pour le groupe. Donc, c'est une variable binaire. 0, c'est pour les gens qui payent comptant, et 1, c'est pour les gens qui payent avec une carte de crédit. Donc, si on pense au but de l'étude, ici, on veut vraiment comparer la moyenne de deux groupes. Okay? Donc, le montant moyen d'argent pour que les gens sont prêts à payer par carte de crédit versus comptant. Et donc, on pourrait utiliser, comme on a ces données où il y a une répartition aléatoire, on pourrait utiliser un test T parce qu'on n'a pas d'autres variables explicatives. Donc, comment est-ce que je pourrais représenter ça à l'aide d'un modèle linéaire? Tout simplement en ajoutant la variable indicatrice groupe comme covariable. Donc, j'aurai l'ordonnée à l'origine qui représentera ici la moyenne des montants offerts en argent comptant. Et bêta 1, ce sera la différence entre les montants comptants versus les montants crédit. Et donc, si je veux tester que si les moyennes sont égales, ça revient à tester si bêta 1 égale à 0. Donc, je peux faire ça à l'aide de mon test de Wald. Okay? Donc, la statistique T, bêta 1 chapeau moins 0 divisé par son erreur type. Donc, si vous regardez ici la sortie SAS, la constante, évidemment, ça ne nous intéresse pas de savoir si elle est égale à 0. Mais donc la moyenne, donc le contraste ici, c'est 15 $. Donc l'effet différentiel entre crédit et comptant est de 15 $. Son erreur type est de 4,31. Donc ce résultat-là est significatif. On obtient une valeur P pour un test bilatéral qui est de 0,09%. Donc on conclurait que les gens sont prêts à payer significativement plus si on leur offre le mode de paiement par carte de crédit. Et la moyenne, donc le montant moyen qu'ils sont prêts à débourser, c'est de 15 $. Ici, évidemment, dans notre hypothèse, on était davantage intéressé peut-être par une hypothèse unilatérale. Donc, il y avait probablement déjà des études préalables qui avaient été faites pour les paiements par carte de crédit. Et donc, si on voulait obtenir la valeur P pour le test unilatéral, on n'aurait qu'à diviser par 2 la valeur P que vous voyez dans le tableau, parce que la loi est symétrique, donc la même probabilité d'être inférieure ou supérieure. Donc, vous avez vu, on a obtenu les coefficients. Évidemment, si on a une statistique de Wald, on pourrait, plutôt que de présenter la statistique de test et la valeur P, on pourrait regarder un intervalle de confiance. Donc ici, par défaut, ce serait 95%. Donc, prenons d'autres données, nos données d'intention d'achat des bonbons. Et ici, je considère un modèle de régression simple juste pour illustrer le code SAS. Donc,
je vais rajouter donc à la ligne de modèle l'option CLPARM, donc Confidence Limit Parameters, CLPARM. Ici, vous pourriez éliminer donc le SS3 et solution qu'on mettra par défaut à partir de la semaine prochaine, mais qui donc servent à d'autres choses. Ici, comme on n'a pas de variable catégorielle, solution n'est pas nécessaire, le tableau sera de toute façon présenté. Donc, vous voyez ici les résultats. Donc, interprétons ensemble de nouveau ce genre de sortie. Donc, ici, fixation est une variable continue et il n'y a pas d'autres variables explicatives. Donc, vous voyez l'intervalle de confiance à 95%, qui est formé en prenant donc l'estimé, un point par exemple pour fixation 1.14, et vous soustrayez grossièrement plus ou moins 1.96 fois l'erreur type, donc presque 0.44 de chaque côté, et on obtient l'intervalle donc 0.7, 1.58. Donc vous pouvez vérifier les calculs par vous-même. La statistique de test, donc c'est la première colonne divisée par la deuxième. On obtient 5.12, donc c'est bien un test pour bêta 1 égale à 0. Et la valeur P, ça correspond, donc ici elle est infime. Donc on vous dit qu'elle est inférieure à 1 à la puissance moins 4. Donc on rejetterait l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas d'effet de fixation sur l'intention d'achat. Mais évidemment, ce modèle-là ne tient pas en compte les autres variables qui étaient corrélées avec l'intention d'achat et on n'a pas contrôlé ici non plus pour les variables sociodémographiques. Okay, donc, qui ne nous intéressent pas, mais on veut s'assurer que les différences qu'on observe ne sont pas dues à ces variables-là. Donc, règle générale, on ferait une régression avec le modèle complet. Mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'est-ce que l'intervalle de confiance représente et comment il est calculé. Faites attention à interpréter les tests des paramètres égaux à 0. Donc, quand on teste ce paramètre égal à 0, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est le fait que c'est un test pour une relation linéaire. Et le deuxième, c'est que ce test-là, c'est évidemment l'effet de la variable une fois que les autres variables ont été prises en compte. Donc, vous pouvez voir parmi les 4 graphiques, donc on rejette l'hypothèse nulle dans les 2 graphiques de gauche. Dans le premier, il y a une relation linéaire qui est claire, tandis que dans le deuxième, ici, la relation est quadratique, et donc c'est évident visuellement, mais si vous faites le test, vous allez voir qu'effectivement, le coefficient linéaire est significatif, et ça semble dû tout simplement au fait à cause de la répartition des x. Okay, il y a plus de points à gauche du sommet de votre parabole qu'il y en a à droite, donc la pente, elle est négative. Donc dans les deux cas, on rejette l'hypothèse nulle, donc les valeurs P sont infimes, mais dans les deux cas de droite, donc dans le premier, il y a une très faible corrélation, donc ça, c'est évident qu'on voudrait que le test rejette, et puis c'est un bon cas de figure. Mais dans le deuxième, vous avez ce même genre de pente, okay, donc de parabole, probablement un polynôme de degré 2 ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et là, la pente est légèrement positive, mais elle n'est pas significative et il semble qu'il y ait un peu plus de bruit et que les points soient uniformément répartis de part et d'autre. Ici, la valeur P de 0.15, ça vous montre tout simplement que donc c'est pas parce qu'il n'y a pas une relation entre Y et X, c'est tout simplement qu'elle n'est pas linéaire. On pourrait tester plusieurs paramètres bêta simultanément. Donc ici, par exemple, on pourrait dire dans nos données d'intention d'achat, on pourrait vérifier est-ce que l'émotion et l'âge ont un effet nul. Donc généralement, on ne va pas s'intéresser à deux variables continues, mais ce test-là pourrait servir pour considérer l'effet global d'une variable catégorielle. Donc, si vous pensez par exemple à l'éducation, il y avait 3 niveaux d'éducation, secondaire ou moindre, collégial ou universitaire. Donc, on pourrait dire que globalement, il n'y a pas de différence, peu importe le parcours et les diplômes que les gens ont obtenus. Ils avaient les mêmes intentions d'achat et ça revient à donc fixer tous les coefficients correspondant à la variable ici éducation à 0 simultanément. Donc, qu'est-ce qu'on fait
pour tester cette hypothèse, on va considérer deux modèles emboîtés, un modèle complet qui a toutes les variables explicatives et le modèle dans lequel on a fixé certains des coefficients égaux à 0. Donc là, sans perte de généralité, je les ai tous mis, j'ai pris les derniers, donc les derniers P-K. Et donc le modèle contraint, c'est un modèle linéaire dans lequel j'ai tout simplement supprimé les colonnes, donc les variables explicatives qui correspondent aux paramètres qui m'intéressent. Donc je peux ajouter les deux modèles et les comparer. Et vous obtenez un test F, pardon, qui compare l'ajustement des deux. Okay? Donc forcément, plus votre modèle est compliqué, mieux va être son ajustement, plus vous lui donnez de degré de liberté. Donc les résidus vont décroître d'un modèle à l'autre et vous pouvez former donc une statistique de test. Ici, c'est la statistique F. Et cette statistique-là, si les données sont normales, on a une loi qui est Fisher. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir ces détails-là. L'important, c'est que vous sachiez qu'on compare deux modèles emboîtés. Et donc, il y a un lien entre le nombre de paramètres qu'on fixe à 0. Donc, à quoi sert ce test et où est-ce qu'on va le retrouver? Donc, le test F, le premier test que vous allez voir dans les sorties SAS, c'est un test global. Donc, le test qui compare le modèle avec seulement leurs données à l'origine. Hein, ça correspond au modèle où on prédit toutes les valeurs par la moyenne de l'échantillon, au modèle dans lequel vous avez des variables explicatives. Donc, si vous rejetez cette hypothèse nulle-là, retournez à votre planche à dessin, grosso modo, il n'y a rien qui est utile. Donc, aucun des coefficients n'est significativement différent de 0. Ici, l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a au moins une des variables qui est utile. Donc, dans le modèle qu'on considère ici, il y a donc 9 paramètres. Et si vous regardez la statistique, donc la valeur F, c'est 9,99 et c'est hautement significatif sous la loi nulle. Donc, grosso modo, on rejette l'hypothèse que aucune des variables explicatives est utile pour décrire l'intention d'achat. Donc, il y a au moins une des variables qui a un effet linéaire ou pour lequel l'approximation linéaire est significative. Je ne veux pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais donc sachez qu'il y a plusieurs types de sommes de carrés que vous pouvez demander dans SAS. Et donc la somme des types 3, ça permet de sortir un tableau dans lequel vous comparez des modèles avec ou sans une des variables explicatives. Donc je m'explique. Quand vous faites une comparaison de deux modèles emboîtés, il y a toujours un modèle nul, okay, dans lequel vous fixez certains des paramètres égaux à 0. Et le modèle alternatif, donc nous typiquement ce qu'on considère, c'est le modèle avec toutes les autres variables explicatives. Et ça correspond à la décomposition somme de carrés de type 3, donc pour des raisons historiques, ça a ce nom-là. Si vous avez pas mis l'option SS3, donc dans votre ligne avec l'appel à modèle, vous allez aussi avoir un deuxième tableau qui est la somme des carrés de type 1. Et dans ce tableau-là, ça fait une comparaison du modèle, donc du modèle avec seulement leurs données à l'origine versus le modèle dans lequel vous incluez une variable, et ainsi de suite. Donc ça compare les modèles avec, donc le modèle complet, c'est le modèle avec la variable, et le modèle sans, c'est le modèle dans lequel, donc c'est pas le modèle avec toutes les autres variables explicatives, c'est toutes les autres variables explicatives qui sont apparues avant dans la spécification du modèle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'ordre d'entrée des variables explicatives, quand vous mettez, par exemple, modèle égale fixation, émotion, etc. Donc, si vous vouliez tester l'effet de fixation, c'est que ça considère le modèle avec juste l'ordonnée à l'origine versus le modèle avec ordonnée à l'origine et fixation. Si vous voulez tester émotion, ce serait ordonnée à l'origine, fixation, émotion versus le modèle ordonnée à l'origine et fixation. Et ainsi de suite. Donc, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas ce type de genre de comparaison-là. Donc, on va ajouter l'option SS3 à la fin, donc dans notre appel à modèle. Autre particularité, si vous vérifiez par vous-même, si vous comparez le tableau du test T, donc avec les coefficients, et celui de la somme des carrés de décomposition type 3, vous allez voir que la valeur P, pour les variables continues et binaires, celles pour lesquelles dans le tableau vous avez la colonne DDL qui est égale à 1, vous avez la même valeur P
pour le test bêta j égale à 0. Okay? Donc les tests sont équivalents. Une des statistiques, c'est le carré de l'autre. Avec 1 degré de liberté, la loi Fisher, c'est le carré de la loi Student. Donc les deux manières de faire, que vous regardiez un ou l'autre des tableaux, c'est identique. Donc vous pourriez vous contenter de regarder le tableau avec les tests F. Okay. Si les variables catégorielles sont incluses, vous aurez certaines variables qui ont potentiellement plus de 2 niveaux, auquel cas il y aura plusieurs paramètres bêta que vous mettrez simultanément égal à 0. Et donc là, les sorties différentes. Donc dans le tableau avec les coefficients, est-ce que bêta j égale à 0? Là, c'est vraiment l'effet différentiel par rapport à la catégorie de référence, qui ne nous intéresse pas. Tandis que là, ce serait vraiment dire, si je compare le modèle avec ou sans la variable catégorielle, lequel, est-ce que, évidemment, l'ajustement est moins bon, mais est-ce que cette perte d'ajustement-là, elle est importante? Donc, regardons ici pour un modèle complet. Donc, je rajoute les variables explicatives sexe, âge, revenu, éducation, statut. Donc, ça, c'est des variables contrôle. Les deux variables qui m'intéressaient, donc fixation et émotion, je mets un SS3 pour avoir le tableau. Solution, ça vous donnerait aussi le tableau des estimés des paramètres. Et donc, le tableau qui nous intéresse avec les tests pour est-ce que c'est bêta associé à une variable catégorielle ou à une variable quelconque, au final, est égal à 0. Donc, vous allez voir, donc sexe, âge, etc., c'est la même chose que dans l'autre tableau, mais ici, revenu et éducation, c'est deux variables catégorielles avec 3 niveaux. Donc, il y a 2 paramètres supplémentaires dans le modèle. Vous avez donc la somme des carrés, la somme des carrés divisée par le nombre de degrés de liberté. Et si vous comparez ici au modèle nul qui n'est pas dans la sortie, vous obtiendriez une statistique, par exemple, pour revenu qui est de 4,86 et 4,86 quand vous le comparez à la loi de référence. Donc, c'est très très loin dans la queue de la distribution. Donc, c'est un résultat qui est significatif. À l'inverse, éducation ici n'est pas significatif. Et ici, c'est éducation sachant que les autres variables sont dans le modèle. Et si vous regardez par exemple le statut marital n'est pas non plus significatif, mais c'est le modèle dans lequel il y a aussi éducation. Donc si vous enlevez par exemple l'éducation du modèle, vous obtiendrez des valeurs P qui sont différentes pour les autres. Donc c'est ce qui conclut cette capsule. Merci de votre écoute et à une prochaine.